Alors, Notre équipe, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Pablo Pio-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à vous, bonsoir. Pablo. On est avec Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous, bonsoir. Blanche. Et puis, on est heureux d'être ce soir aussi avec Frédéric Hermel, journaliste RMC et écrivain. Bonsoir. Et nous recevons aussi comme invité d'abord Mathieu Suc, journaliste à Mediapart. Bienvenue. Vous avez écrit un livre à propos du vendredi 13 novembre 2015 sur les attentats du Bataclan, entre autres, et autour du Stade de France, un peu comme peut-être les Belges ont vécu ça hier soir à Bruxelles. À vos côtés, tout le monde connaît maintenant Guillaume Fabre, qui fait des heures supplémentaires ici à BFM TV, consultant police, justice, BFM. Justement, revenons sur ce qui s'est passé à Bruxelles hier soir. Vous étiez là quand ça a eu lieu, on était en plein direct et évidemment on pensait à ce qui s'était passé au Stade de France pendant un match des Bleus en 2015. Hier, c'était effectivement un match Suède-Belgique. C'était d'ailleurs des supporters suédois qui étaient vraiment visés. On ne le savait pas forcément encore hier soir. Et donc, on va revenir peut-être sur les tout derniers éléments dont on dispose. L'auteur des faits, on sait maintenant que c'est un Tunisien de 45 ans, sans papier, qui a été neutralisé par les forces de l'ordre ce matin dans la commune de Schaerbeek, où il résidait. Il a été transporté à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. Il y a eu une nouvelle conférence de presse du parquet fédéral belge, il y a quelques minutes, qui a donné des précisions supplémentaires. De nombreux devoirs d'enquête se sont poursuivis aujourd'hui. Il y a eu 4 perquisitions qui ont eu lieu ce matin. 2 personnes ont également été interpellées pour audition par la police en raison de leur contact potentiel avec l'auteur présumé de l'attaque. Il n'apparaît pas à ce stade de l'enquête que l'attentat terroriste a été organisé par une structure terroriste large. La thèse du loup solitaire semble plus proche de la réalité. On parle donc d'un acte isolé, évidemment sous influence de l'État islamique. C'est assez intéressant de voir que les Belges se réapproprient cette marque déposée française, qui est celle du loup solitaire, puisque cette expression, elle a en tout cas une origine à travers Bernard Squarcini, qui était le directeur central du renseignement intérieur au moment des attentats qui ont été perpétrés par Mohamed Merah à Toulouse et à Montauban en mars 2012. Et à ce moment-là, c'est vrai que Bernard Squarcini appelle Mohamed Merah loup solitaire, voulant indiquer que il ne lui connaissait pas de co-auteur, de complice, et que finalement il aurait agi seul. Alors depuis, cette expression a été abondamment critiquée. Puisque on pensait que ça n'existait plus, les loups solitaires. En fait, c'est que loup solitaire, ça désigne peut-être l'auteur unique ou l'assassin unique, c'est-à-dire celui qui est seul à tuer, mais par contre, derrière, il y a toute une meute. Donc en fait, c'est plus le loup en tête de meute que véritablement le loup solitaire. Hier soir, c'est ce qu'on craignait, qu'il y ait d'autres, effectivement, d'autres terroristes qui puissent eux aussi faire des attentats autour de ce stade. C'était évidemment l'angoisse pour tout le monde. Mais si vous me permettez, moi j'ajouterais que dans le cas particulier de Bruxelles, on découvrira peut-être, l'enquête le dira, que autour de cet homme, il y avait néanmoins tout un réseau de complicité éventuelle, à commencer par ceux qui ont peut-être fourni l'arme, puisque la question de la provenance de cette arme de guerre interroge. C'est quand même assez singulier sur la période récente de voir des auteurs qui sont pourvus d'une arme automatique. Est-ce qu'on peut réexpliquer le contexte suédois, si j'ose dire, parce qu'on sait donc que c'est évidemment, j'imagine à cause de leur maillot de supporters suédois, que ces 2 pauvres supporters ont été tués. Oui, on peut dire que en fait en Suède, la liberté d'expression est quasi absolue et qu'elle permet d'aller jusqu'à provoquer la religion et très loin, puisqu'il y a des cas où un homme, par exemple, a mis des tranches de bacon dans un Coran, un autre l'a incendié, et donc ça a été un irritant extrêmement puissant pour certains États théocratiques, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense aussi à l'Égypte à majorité confessionnelle musulmane, avec des rappels d'ambassadeurs dans certains cas, des convocations, un contexte assez inflammable sur lequel se sont greffées les organisations terroristes, puisque Al-Qaïda dans la péninsule arabique, et puis Daesh, ont appelé au meurtre de Suédois, ont appelé à tuer des Suédois. De frapper un ministère à Paris et de détruire une ambassade suédoise. C'était la publication qui était sortie il y a quelques semaines. Exactement. Et donc cet homme qui a prêté, en l'état de nos informations, allégeance à Daesh, a suivi une des préconisations qui consistait à s'en prendre à des Suédois. Ça veut dire que le contexte de la guerre, évidemment, d'Israël contre le Hamas aujourd'hui, qui a fait un attentat terroriste meurtrier en Israël, on pleure encore les victimes aujourd'hui, et c'est terrible les images qui
qui circulent encore sur ce qu'ils ont pu vivre et ce qu'on a pu vivre là-bas, parce qu'il y a aussi des Français, évidemment, qui sont non seulement parmi les victimes, mais parmi les otages encore aujourd'hui. On l'oublie, hélas, parfois. Est-ce que ce contexte-là a joué, oui ou non, au fond? C'est toujours un cocktail, le passage à l'acte. Alors, vous allez me dire, mais j'enlève un ingrédient, je retire un ingrédient. Il y a un contexte international qui, évidemment, n'est pas bon. Quand vous avez une organisation internationale terroriste islamiste comme le Hamas qui appelle à passer à l'acte, ça n'est jamais un bon contexte. Maintenant, cet homme a revendiqué avoir frappé spécifiquement des Suédois et par ailleurs prête allégeance à une organisation terroriste qui elle-même appelle à frapper des Suédois. Donc on peut raisonnablement établir un lien. Mathieu Sucre. Alors, moi je pense que c'est deux temporalités complètement différentes. C'est-à-dire on s'est tous posé la question. Effectivement, 5 jours après, Arras, 5 jours après le 7. Simplement, quand on regarde l'histoire du djihad, le Hamas et le conflit israélo-palestinien n'a jamais eu d'incidence ou de répercussions, les intifadas, d'appel à passer à l'acte de la part d'Al-Qaïda et l'État islamique. Al-Qaïda et l'État islamique ne se supportent pas et sont en concurrence, mais alors ils détestent encore plus le Hamas qui est une organisation islamiste, djihadiste, mais aussi nationaliste, c'est-à-dire la Palestine. Alors que le projet de l'Al-Qaïda et de l'État islamique est global. Donc en fait, on est sur des choses, Guillaume le rapportait tout à l'heure, c'est que la cible désignée des supporters suédois, elle vient d'un contexte qui remonte à plusieurs mois. On a appris cet après-midi pour Arras, vous savez que le terroriste demandait à un moment est-ce que tu es le proviseur, est-ce que tu es le professeur d'histoire. Donc ça peut laisser entendre qu'il avait des cibles précises. Est-ce que ça remonte à son histoire personnelle d'élève ou à celle même de son frère? Là, c'est trop tôt pour le savoir. Il ne voulait pas s'en prendre à des femmes, d'ailleurs. C'est l'autre élément qu'on a appris aujourd'hui. Alors ça, c'est un classique. Rappelons-nous que les frères Kouachi, quand ils sortent de la rédaction de Charlie Hebdo, disent « nous, on ne tue pas les femmes ». En fait, il y a une femme dans la rédaction qu'ils ont assassinée, mais en fait, quand ils ont tiré sur toute la rédaction, ils ne s'en sont même pas aperçus. Mais c'est un classique, il y a même eu des conversations des frères Kouachi qui discutent et qui demandent l'autorisation de tuer des femmes, et on leur dit non. Nous avons en duplex Mme Nadine Morano, députée européenne, qui aujourd'hui... Bonsoir Mme Morano, vous m'entendez? Bonsoir, oui, je vous entends. Vous avez tweeté aujourd'hui à propos des attentats à Bruxelles, de ce qu'on a pu vivre ici, et même hier soir en direct, hélas. Vous avez tweeté encore un étranger d'origine tunisienne, entré par effraction en Europe. Un clandestin est venu tuer avec son idéologie mortifère. Stop à l'immigration, protégeons nos frontières. Ce tweet est un résumé évidemment de votre pensée et de votre réaction, mais j'aimerais évidemment que vous nous en disiez un peu plus ce soir. Vous voyez ce Tunisien dont vous parlez, qui était, et comme vous l'avez entendu d'abord de la part aussi de la ministre belge, il avait été débouté du droit d'asile, mais il n'avait pas pu être expulsé parce que non identifiable sur le territoire. Donc visiblement, il ne savait pas où il se trouvait. Et donc ça n'est plus possible en fait. Ça n'est plus possible. Moi, je suis allée à Lampedusa, je suis allée en Grèce, j'irai dans quelques jours d'ailleurs en Tunisie. Et force est de constater que lorsqu'on voit tous ces bateaux qui arrivent, qui amènent des personnes, et je rappelle, ce ne sont pas les chiffres de Nadine Morano, mais les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés. En 6 mois sont arrivés en Italie 128 000 personnes, dont 11% seulement sont des femmes. Donc nous avons une immigration massive d'hommes qui arrivent sur le territoire européen. Et encore une fois, cette personne mise en cause qui a tué sur le territoire belge, cette personne mise en cause avait été déboutée du droit d'asile et n'a pas été renvoyé dans son pays. Et aucun demandeur d'asile ne devrait circuler librement sur le territoire, comme c'est le cas d'ailleurs au Danemark. Et les déboutés du droit d'asile devraient être mis dans des centres de rétention administrative jusqu'à ce qu'ils repartent au Danemark. Vous avez des personnes qui sont dans des centres de rétention administrative qui sont là depuis 6 ans. Je les ai vus, j'y suis allée, j'ai constaté comment les choses se passaient. Et nous, c'est vrai que nous sommes naïfs et beaucoup trop naïfs. Mais, sauf que vous savez bien que l'Italie, par exemple, avait dans son programme l'idée d'arrêter cette immigration. Et ils n'y sont pas arrivés, Nadine Morano. Alors, quelle solution? Puisque c'était justement vraiment un des arguments pour les Italiens de convaincre ce peuple, de dire nous, il n'y aura plus de migrants chez nous et donc
plus de ce genre d'arrivée, éventuellement, de terroristes, si tant est qu'il y ait des terroristes parmi eux. Ils n'y sont pas arrivés. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, qu'est-ce que je réponds à ça? Je suis allée sur le bateau des gardes-côtes italiens et j'ai vu de mes yeux, d'ailleurs j'ai filmé le radar sur le bateau des gardes-côtes où on voit très clairement les eaux de sauvetage tunisiennes, les eaux de sauvetage italiennes et les eaux de sauvetage maltaises. On voit exactement où se trouve l'embarcation. En l'occurrence, lorsque j'étais sur le bateau des gardes-côtes italiens, une embarcation qui était à moins de 50 km de Sfax, où on voit d'ailleurs le nombre de personnes qui sont sur les embarcations. Il y avait 42 personnes sur l'embarcation dont je vous parle, et on sait très bien que la réalité, c'est qu'il faut ramener ces bateaux vers les ports le plus proches, et donc le plus sûr, c'est-à-dire Sfax. Nous avons signé un accord avec la Tunisie, alors qu'il conviendrait de mettre en œuvre, parce que avoir nos relations avec la Tunisie pour les aider à sécuriser eux-mêmes leurs frontières, parce que je rappelle que la Tunisie vit une situation extrêmement difficile aussi. Il y a plus de 100 000 personnes qui arrivent d'Afrique subsaharienne sur le territoire tunisien. Sfax est envahi. L'ambassadeur me racontait d'ailleurs qu'il y avait dans des maisons à Sfax des gens qui louaient les matelas pour dormir à l'heure. J'entends très bien votre témoignage, Madame Morano. Envahis. Madame Morano, j'entends très bien votre témoignage, mais vous avez bien compris que ce que je voulais souligner, c'est que entre les promesses d'un programme de droite, d'extrême droite nationale, c'était le cas en Italie, et le résultat, il y a une marge, et que ceux qui aujourd'hui disent nous on y arrivera, ils n'y arriveront pas plus peut-être que les Italiens. C'est ça que je voulais dire. Ah, pardon, mais vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Alors. Attendez, je vais répondre à votre question, parce que je vous dis que très concrètement, il faut les empêcher de quitter. Vous savez, la Méditerranée, elle a deux rives. C'est simple. Si on continue, même au niveau de l'Union européenne, à avoir ce discours qui consiste à dire j'ai annoncé d'ailleurs très concrètement que je ne voterai pas la partie du pacte migratoire qui consiste à créer un coordinateur européen à la relocalisation, c'est-à-dire pour répartir les migrants dans l'ensemble des pays, parce que c'est un signal envoyé de l'autre côté de la Méditerranée qui consiste à dire de toute façon, si vous venez, vous serez répartis. Donc non, le message qu'il faut envoyer et ce qu'il faut prendre comme mesure, comme l'a fait d'ailleurs Madame Meloni lorsqu'elle est allée en Tunisie, il faut actionner cet accord avec la Tunisie, mais il faut le mettre en œuvre. On verra si les autorités tunisiennes acceptent de le mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut leur donner les moyens. Vous me laissez pas finir ma phrase? Allez-y. Humains qui permettent, non mais parce que comme je suis en duplex c'est plus compliqué, qui permettent de sécuriser la frontière avec l'Algérie, la frontière avec la Libye, et qui permettent à la Tunisie de faire en sorte que les bateaux ne partent plus. Et nous, il faut aussi être très ferme de ce côté-là, c'est-à-dire que si vous arrivez sur le territoire européen, on ne va pas vous répartir dans les pays européens, on vous mettra en centre de rétention administrative, vous n'aurez pas la possibilité d'entrer sur aucun territoire européen à l'entrée de ce territoire. Donc, si il faut ça mettre n'est pas facile de vous interrompre, maritime, Mme Morano, justement parce que vous êtes en duplex. Mais là, on parle évidemment de migrants qui quittent leur pays. Est-ce qu'on est certain que parmi eux, il y a des terroristes? J'ai envie évidemment de me tourner vers M. Suc ou vers Guillaume Fart. Votre réponse à ça? Ma réponse, c'est qu'effectivement, on parle de terrorisme et on nous répond politique migratoire en citant l'exemple de l'Italie qui n'est pas concernée par le terrorisme de masse djihadiste. Donc en plus, on prend la seule exception en Europe. À la limite, on aurait pu parler de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, de la France et de la Belgique, qui sont des États qui ont été frappés par le terrorisme djihadiste. Mais on parle d'un État qui ne l'a pas été, pour évoquer une politique qui est la question des migrations et la relier au terrorisme, alors que le lien est tout sauf évident. Monsieur Suc. Non mais sur les attentats réussis en France, on est à 33 ou 35 terroristes. Terroristes depuis 2014. C'est-à-dire on compte le commando Vous allez pouvoir répondre à Mme Morano. Du commando évidemment. du 13 novembre et tout ça. Sur ces 33 ou 34, je sais plus trop, on a de mémoire 6 terroristes qui étaient en situation irrégulière. Alors je dis pas que c'est rien, mais ça minore quand même les choses. Et dans l'eau, il y a les 2 Syro-Irakiens qui se font exploser au Stade de France. Il y en a,
mais voilà, c'est Ouais. quand même à la marge Ouais. du terrorisme. Ouais, les étrangers, Nadine Morano, qui représentent 35-39%, c'est le chiffre que j'avais, mais en tout cas, c'est à peu près cette proportion-là des auteurs de ces attentats aboutis. Donc la majorité, finalement, des auteurs des attentats qui sont commis en France sont français. Alors, elle riait, Mme Morano, en vous écoutant tous les deux. Je vous laisse quelques minutes pour répondre avant qu'on donne la parole à notre équipe. Madame Morano. Bon, déjà, il n'est pas arrivé de Tunisie en passant par je ne sais quel canal. Il est arrivé en passant par l'Italie. Vous avez raison de dire que ceux qui arrivent, les migrants qui arrivent en Italie, ne se maintiennent pas en Italie. Et donc, ils arrivent vers la France, ils vont en Allemagne, ils veulent aller au Royaume-Uni. Et le vrai problème, c'est que les demandeurs d'asile, même s'ils arrivent sur le territoire français, n'ont pas à circuler librement sur le territoire français, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est le premier point. Le deuxième point, vous nous parlez de ce qui se passe en termes de terrorisme, mais quand vous avez des personnes déboutées du droit d'asile, qu'on n'arrive pas qu'on ne renvoie pas chez eux, alors que, franchement, il faut absolument les renvoyer chez eux. Monsieur Darmanin nous dit on va faire une loi, on va faire une nouvelle loi, ça va être la 23e. Il a annoncé qu'il allait créer des places en centre de rétention administrative supplémentaires. Il va créer 11 CRA supplémentaires. Mais ça fait combien de temps qu'ils sont au pouvoir et qu'on sait que ces gens circulent librement sur le territoire, et quand on n'obtient pas les laissez-passer consulaires, moi je suis allée dans les CRA, j'ai vu comment ça se passe. Je vois votre journaliste dubitatif, mais qu'ils viennent avec moi. Oui, parce que vous les transformez tous en terroristes en puissance. Que On peut considérer que les demandeurs d'asile, il y a aussi des personnes qui fuient des persécutions. Il ne faut pas tous les transformer en terroristes. Non mais, monsieur, je ne transforme pas tous ceux qui viennent sur notre territoire en terroristes. Je dis simplement qu'aujourd'hui... Non, je dis simplement aujourd'hui que ceux qui arrivent sur notre territoire, d'abord, ne sont pas des demandeurs d'asile, ce sont des demandeurs qui viennent pour des raisons économiques. Et ça, ce n'est pas acceptable. Voilà pourquoi chez les Républicains, c'est un autre problème, on va dire. C'est un autre problème. Non, mais non, j'en ai un aussi, mais c'est un autre problème. Est-ce que vous m'avez entendu dire qu'il n'y avait que des terroristes? Non. Non, mais des c'était bien de le préciser. Arrive aussi, et notre objectif est aussi d'assurer la sécurité de nos compatriotes français et européens. C'est pour cela qu'on ne peut pas arriver par effraction sur le territoire européen, c'est proprement scandaleux, et à partir du moment où vous venez demander l'asile, vous n'avez pas à circuler librement sans qu'on sache où vous êtes, vous demandez l'asile, vous devez être identifié quelque part, assigné à résidence ou être dans un centre de rétention administrative tant que votre dossier n'a pas été examiné et avec le résultat de ce document. Ensuite, si vous êtes débouté du droit d'asile, vous devez être renvoyé chez vous. Voilà, c'est simple. Madame Morano, je donne la parole à Blanche Léridon, à Fred Hermel et aussi à Pablo Pio-Vivien, et après peut-être vous pourrez réagir. Blanche, d'abord. Merci Laurent. Moi je voudrais répondre de façon très claire à votre question. Sommes-nous trop naïfs? On l'a dit, naïf, on l'aurait été, et ce serait ça qui serait en cause aujourd'hui. Je ne crois pas que la naïveté soit en cause, mais c'est plutôt une forme d'amnésie collective. La naïveté et encore moins l'inaction ou le laisser-faire. Si vous regardez depuis 2015 le nombre de lois qui ont été prises, et notamment après les attentats de 2015 et 2016, il y a eu énormément de choses qui ont été mises en place, du durcissement des conditions d'accès aux armes à feu, à la création du parquet national antiterroriste, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Vous avez énormément de choses qui ont été faites. Mais inefficaces alors Inefficaces, il y a 42 attentats qui ont été déjoués depuis 2017. Au minimum. Et il y en a certainement beaucoup plus. Voilà, c'est extrêmement important. Donc on peut considérer que tout cet arsenal législatif-là, il a été utile. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il y a des trous dans la raquette et évidemment, on peut encore améliorer les dispositifs, mais c'est pas la naïveté qui est en jeu pour moi, c'est plutôt cette amnésie. Et je vous invite à lire, je pense que vous l'avez déjà reçu sur ce plateau, les travaux d'un chercheur passionnant qui s'appelle Hugo Micheron, qui a écrit ce livre qui s'appelle La colère et l'oubli, et qui explique comment, dans les 3 vagues de djihadisme depuis la fin des années 90, vous avez des flux et des reflux, et que le terrorisme djihadiste, il ne s'efface jamais vraiment, c'est juste son action terroriste qui, de temps en temps, est dans un temps de préparation et non pas dans un temps d'action. Et c'est assez fascinant, et c'est vrai qu'à intervalles réguliers, on se dit, bon, la menace est derrière nous, et ça, évidemment, cette amnésie-là, elle est peut-être en cause, et c'est ça qu'on pourrait interroger aujourd'hui. Fred Hermel, qui voulait intervenir. Voilà, sur 2 points. Alors, je ne voudrais pas aller dans le sens
les yeux fermés de Nadine Morano, enfin, le droit d'asile, dernière attente hier, c'était un demandeur d'asile qui avait été débouté. Oui. C'est une réalité. Donc oui, il y a dans les demandeurs d'asile des terroristes et des terroristes potentiels. Sur la naïveté, qui est un sujet qui... Ça arrive, on va dire. Ça arrive, oui, ça arrive. Donc alors, ce n'est pas la majorité, mais ça arrive. Donc on va pas... voilà. Par rapport à la naïveté, moi, je pense que la naïveté, elle est entretenue. Et on a besoin, je pense que, bien entendu, que les dirigeants, les spécialistes ne sont pas naïfs. Le ministre de l'Intérieur, il sait parfaitement quel est le danger. Madame Morano et les députés et tous les gens qui dirigent ce pays. Il vient de votre camp quand même au départ, d'ailleurs, Monsieur Darmanin. Rappelons-le, Nadine Morano, quand même. Mais bien sûr. Vous pourriez le soutenir un peu, le ministre de l'Intérieur. Mais donc, il n'est pas du tout naïf. Simplement, heureusement que pour la population, tous les jours, le ministre ne nous dit pas on a déjoué un attentat. Ce serait invivable, notre pays. Bien sûr que nous, les citoyens, nous avons besoin de vivre dans une forme de naïveté ou d'amnésie, si tu veux. Sinon, ce ne serait pas vivable. Vous avez, Darmanin, par exemple, ne dit pas tous les 3 jours on a empêché un attentat en donnant les détails où il y avait un risque de 250 morts, par exemple. Non, il ne dit pas ça. Il dit, par exemple, 3-4 fois par an, oui, nous avons évité 15 attentats, etc. Parce que si à chaque fois qu'il y avait un attentat déjoué, on nous l'expliquait, mais on ne vivrait plus. Bah, donc, heureusement... Comment ce serait gravissime de dire ça. Mais bien sûr, mais c'est pour ça. D'accord avec vous. Ben oui, ce serait gravissime parce qu'on ne pourrait plus vivre. Bah oui. Et donc, cette amnésie, elle est bénéfique. Voilà pourquoi on ne retient effectivement ce que... entre guillemets, comme vous l'avez dit, que les trous dans la raquette quand ça ne marche pas, en fait. Oui, parce qu'on est bien obligé de constater, parce qu'il y a des morts. Parce que les drames sont terribles et moi j'assume le fait ça nous fait oublier que le gouvernement nous laisse vivre dans une forme de naïveté, sinon on ne pourrait Pablo Piovivien. Pablo. Moi je pense que nos démocraties européennes, qui aujourd'hui sont la cible d'attentats terroristes, sont face à un dilemme et que ce dilemme, il faut l'affronter, s'y confronter véritablement. En gros, c'est lorsqu'il y a des actes terroristes, qu'est-ce qu'on fait? Soit on dit qu'on fait rien, on appelle à la tolérance, à la bienveillance, etc. Comme ça a été fait par exemple par le Premier ministre norvégien à la suite de la tuerie du Toya. Il avait appelé à plus de démocratie, plus d'ouverture et plus de tolérance. Le problème, c'est que ça peut susciter la frustration de la part des électeurs. Soit on a des solutions clés en main de rabougrissement de l'état de droit. C'est les propositions de Nadine Morano qui s'attaquent. Non mais les terroristes se servent de notre état de droit justement. Oui. Non, mais mais si on finit tous en patriote acte, c'est peut-être une règle. On est d'accord, mais il faut bien être conscient que de toujours parler d'état de droit, et c'est nécessaire, c'est aussi l'arme que l'on laisse aux terroristes. Mais non, mais en fait, c'est une de nos armes, et on peut pas faire abstraction et dire bon l'état de droit, c'est pas grave, on va tous les renvoyer, tant pis pour les recours, tant pis pour juste notre humanité en fait à accueillir des gens. Vous faites rire Madame Morano. Madame Morano, elle parlait. Non, mais tout à l'heure, elle parlait d'ECRA, des centres de rétention administrative. J'ai cru comprendre qu'elle y était allée. Non, mais allez voir en fait les conditions, d'une part, de vie dans ces centres de rétention administrative, et d'autre part, les conditions d'accès aux droits, qui sont juste absolument nulles. Donc, ce n'est pas possible. Ce type d'espace, en fait, que ça puisse exister sur le territoire français, pour moi, est une honte. Madame Morano dit que vous racontez n'importe quoi. Nadine Morano, alors allez-y. Parce qu'on vous a vu éclater de rire. Non, mais écoutez, Pablo, non, mais moi je le regarde régulièrement à la télé, et franchement, franchement, bon, il est gentil, hein, il est sympathique, tout, il vit sur la planète des bisounours, mais moi je l'invite à aller dans un centre de rétention administratif où vous avez des zones qui sont réservées d'ailleurs aux familles. Où vous avez des zones en centre de rétention administrative. D'ailleurs, vous circulez librement. C'est pas une prison, hein, d'accord? Donc, vous avez des chambres, vous avez des terrains de jeu pour les enfants. C'est absolument surpeuplé. Et effectivement, comme vous le rappelez, il y a des enfants dans les centres de rétention administrative. Mais et ça, je trouve ça absolument scandaleux. Mais c'est faux. Bah si. Mais écoutez, monsieur, c'est... Oui, moi je trouve pas ça scandaleux qu'il y ait des zones familles dans les centres de rétention administrative qui sont déboutés du droit d'asile et qui ont vocation à repartir dans leur territoire. Les zones familles dans les centres de rétention administrative sont faits justement pour accueillir des familles. C'est-à-dire que vous avez des espaces de jeu pour les petits. Donc arrêtez de raconter un peu n'importe quoi. Et donc moi je trouve... Oui, allez-y. Ben non, terminé.
Je suis désolée, mais dans ce cas-là, monsieur Pablo nous parlait de l'état de droit. Mais en quoi, par exemple, le Danemark n'est pas un état de droit? Le Danemark fait respecter ses frontières, le Danemark fait respecter son mode de vie, sa culture, et n'accepte pas que quelqu'un arrive de manière irrégulière sur son territoire. Il y a des actes terroristes au Danemark. Blanche Lérigon. Non, on dit déjà on ne peut pas comparer la position, l'histoire aussi, le passé colonial de la France et celui du Danemark. Et en plus de ça, ça n'a pas empêché le territoire d'être touché aussi et divisé. Mathieu Sucre. Non, juste pour vous dire, parce que sur le débat sur l'état de droit, j'ai interrogé, alors que ce soit dans mon livre, ils sont anonymisés, enfin il y a un commissaire de la DGSI, mais par ailleurs, on peut regarder, c'est dans les enquêtes parlementaires, c'est dans le cadre d'entretien des gens comme les anciens patrons de la DGSI, comme Patrick Calvar ou Bernard Bajolet, l'ancien patron de la DGSE. Donc là, c'est pas le journaliste de Mediapart qui parle. Ces gens-là, qui sont les services de renseignement et qui sont ceux qui sont en première ligne, pour lutter contre les terroristes, disent attention. On ne peut pas devenir un État policier et la meilleure façon de tenir, c'est de rester fidèle à ce que nous sommes et un État de droit. Et je rappelle juste qu'au moment, début 2016, quand on bascule dans l'état d'urgence, et l'état d'urgence, si vous voulez, l'état d'urgence, premier jour après le 13 novembre, on recherche Abaoud, on recherche Abdeslam, c'est logique. Quand après l'État français, parce qu'il y a une peur politique, de le retirer continue et va interpeller des gens qui n'ont rien à voir avec le djihad, qui sont des trafiquants de drogue ou n'importe, l'État islamique, dans Dar al-Islam, sur un de ses magazines de propagande, va se moquer de la France et va dire à ses sympathisants, non mais il le oui, alors il y a l'état de droit, une image de Gérald Darmanin qui est donc en déplacement à Créteil où le ministre de l'Intérieur va donc rencontrer des membres de la communauté juive. Voilà, Gérald Darmanin qui salue la communauté juive, qui doit donc faire un petit point dans quelques minutes, Guillaume Fard, sur l'état de la menace contre les synagogues, les lieux de confession juive, mais pas seulement. Non, l'état de la menace en général. Alors il y a une explosion des actes antisémites depuis les attentats qui ont été perpétrés en Israël, où on a eu en une semaine l'équivalent, enfin même davantage que tous les actes enregistrés l'année précédente. Donc c'est vous dire si l'augmentation a été significative. Et puis après, plus généralement sur l'état de la menace, parce que la période que nous traversons n'est pas évidemment une période favorable. Il y a un climat, un contexte, une atmosphère, disait Gérald Darmanin. On peut difficilement lui donner tort quand on voit le nombre d'attentats déjoués et le fait qu'il y en a eu en France vendredi. Il a donné un autre chiffre d'ailleurs, Gérald Darmanin, aujourd'hui, 102 interpellations en lien direct avec des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme réalisés dont 27 personnes étrangères, réalisées, pardonnez-moi, en partie par des personnes étrangères, 27 d'entre elles. Voilà. Oui, mais parce qu'il a demandé aussi un renforcement de la lutte contre le terrorisme par rapport à à travers plutôt tous les outils qui existent déjà, notamment ces groupes d'évaluation départementaux où toutes les semaines on passe en revue les personnes radicalisées dans les départements. Il a demandé que les réunions se tiennent séance tenante et que l'on rebalaye la liste pour voir si il y avait des cas sur lesquels il fallait davantage s'apesantir. Je reviens un instant et ce sera une courte dernière phrase pour vous et on vous remerciera, Madame Morano, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Après cet attentat à Arras, le président Macron a demandé de passer au peigne fin le fichier des radicalisés expulsables. Et vous avez réagi à ça en disant mais c'est un aveu terrifiant, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas fait avant. Bon, quand même, ça va être fait et c'est déjà très bien. Oui, mais encore une fois, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas fait avant. Et je voulais, si vous me permettez, puisque je suis ici au Parlement européen, nous avons reçu une famille qui est venue s'exprimer devant nous, évidemment en larmes et absolument traumatisée parce que des membres de sa famille avec des enfants et des personnes âgées sont retenus en otage sur la bande de Gaza. Et je peux vous dire que ce qui s'est passé en Israël est absolument terrifiant. Et franchement, j'ai eu beaucoup de tristesse à écouter ce témoignage. Comment est-ce qu'on peut arriver comme ça sur un territoire, kidnapper des enfants, des femmes, des personnes âgées, tuer, égorger, massacrer, enfin... Vous avez évidemment raison.